Bienvenue à toutes et à tous à notre journée porte ouverte de résilience climatique et communautaire. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale avec kiosques et conférences. Et alors aujourd'hui, on est rendu à la conférence Se préparer pour l'avenir, cohabiter avec l'eau, Preparing for the Future, Living with Water. This presentation will be principally in French with bilingual slides, so if you need Wordly, which is an app that will translate in real time from French to English, the QR code is there. You can scan it on your smartphone and get a real-time feed. Aussi, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la salle du conseil? Il y a des kiosques. There's the Stormwater Network, a valuable ally. Il y a aussi se préparer chez soi, une maison prête, un esprit tranquille. Et there's also preparing together the power of neighbors and climate resilience. And before we begin, I just wanted to have a quick word about the new app that we are launching today called Partage Club. À Beaconsfield, c'est une application pour les citoyens de pouvoir échanger avec d'autres membres de la communauté des objets dont ils ont besoin gratuitement. Et c'est un prêt et tout est fait par l'application. Il y a des cartes postales qui sont sur la table à l'entrée si vous êtes intéressés. Je vais passer la parole à Hélène Levasseur et Claire Delaby de la firme Architecture sans frontières Québec. Merci. Bonjour, mais merci aussi pour l'invitation. Je me présente, je suis Hélène Levasseur, directrice recherche et éducation chez Architecture sans frontières. On va vous présenter un peu qu'est-ce que c'est Architecture sans frontières tout à l'heure, en compagnie de ma collègue Claire Delaby, qui est chargée de projet chez nous. Donc, les deux, on travaille en résilience climatique et aussi dans la salle, on a notre collègue Mirella Katia qui travaille avec nous sur les projets qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter Architecture sans frontières rapidement parce que je ne sais pas si vous nous connaissez dans la salle, mais il y a des chances que non. Donc, Architecture sans frontières Québec, en fait, on est le bras humanitaire de l'Ordre des architectes du Québec. Donc, tous les architectes du Québec qui sont membres de l'Ordre sont nos membres à nous. C'est aussi de cette manière-là que l'organisme a un fonds de roulement et il nous permet de vivre et de démarrer différents projets. Architecture sans frontières, on a différents types de programmes. Donc, oui, on fait de la coopération internationale. Oui, on a construit des écoles en Tanzanie, puis on supporte les communautés à l'étranger. Mais on a aussi beaucoup de programmes, et la plupart au Québec. Donc, on travaille aussi avec les Premières Nations. On fait beaucoup du renforcement de capacité. Donc, on n'arrive pas là-bas sur les communautés. OK, nous, on sait comment ça marche. Même chose, on fait beaucoup de partage. On essaie de comprendre c'est quoi leurs besoins. On développe avec eux des projets, puis on forme aussi des porteurs de projets pour leur donner plus de pouvoir et tout ça. On a des programmes en solidarité urbaine, donc on travaille beaucoup avec les personnes qui vivent sans ancrage au logement, donc les personnes en situation d'itinérance, donc s'assurer qu'on puisse bien cohabiter dans la ville aussi, s'assurer que les services qui sont développés pour eux répondent réellement à leurs besoins. On a aussi un programme en économie circulaire, donc on a un gros, ça s'appelle RECO, c'est comme un gros Home Depot, mais où on vend seulement des matériaux issus du réemploi. Donc, on fait de la déconstruction, on récupère des matériaux qui sont encore utilisables. On a aussi différentes ententes avec, par exemple, des manufacturiers de portes et fenêtres qui auraient des erreurs de commande. Donc, nous, on peut ramasser les invendus et tout ça. Donc, on vend à la fois du neuf et de l'usager. Donc, on a un 10 000 pieds carrés à Montréal. On fait de l'éducation architecturale, c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, on fait beaucoup de conférences. On est très présent aussi dans les universités. J'ai toujours une ou deux, trois collègues qui enseignent dans des universités, dans des programmes en architecture. Je l'ai déjà fait cette année, c'était d'autres collègues. Puis, on a un programme en résilience climatique, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puis, on dit résilience climatique, mais c'est surtout résilience aux inondations. C'est un programme qu'on développe depuis 2020 déjà. On a même commencé avant, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait en résilience climatique. Donc, voici le plan de la présentation aujourd'hui. Mes slides sont surtout en anglais par bout parce que je parle en français, fait qu'il y a un support. Des fois, vous allez voir, il y a des contenus qui n'ont pas été traduits parce que c'était des contenus francophones un peu immenses, puis on n'a pas tout pu traduire, mais vous allez voir, il y a toujours des mots en anglais pour vous guider. Fait qu'on va présenter la généalogie de notre projet, donc qu'est-ce qu'on fait en résilience climatique depuis 5 ans. Après ça, on va vous parler d'une boîte à outils qu'on est en train de développer qui va être disponible pour tous. C'est une boîte qu'on développe aussi en étroite relation avec le ministère de l'Environnement. Donc, ça va être un outil qui va être partagé. Plusieurs outils qui vont être partagés. Puis ensuite, on va vraiment vous donner quelques bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux prémunir sa maison, pour être plus résilient face aux inondations? Alors, voilà. Donc,
Personnellement, moi, j'ai commencé à travailler chez Architecture sans frontières en 2020. Ma première mission, elle a été de développer, c'était un mandat de la CMM, donc la Communauté métropolitaine de Montréal, de faire un état de la connaissance sur l'adaptation des bâtiments aux inondations. Donc, j'ai vraiment été appelée en tant que chercheur à faire une revue de littérature pour comprendre qu'est-ce qui se fait à l'étranger, qu'est-ce qui se fait au Canada, de voir quelles pratiques peuvent être aussi transférables ici, quelles pratiques qui ont de l'air super bonnes à l'étranger, mais qui ne peuvent pas être transférables ici. Donc, c'était vraiment de faire un état de la connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, c'était ma première année. Dans ce document-là, qui est disponible en ligne, j'explique en gros c'est quoi les effets d'une inondation sur un bâtiment. Donc, il y a différents types de forces. Il y a des poussées latérales, il y a des poussées hydrostatiques, il y a aussi des montées par capillarité. Donc, on explique c'est quoi les différents effets de l'eau sur un bâtiment. L'eau, ça ne fait pas juste rentrer dans une cave puis mouiller le bas des murs, c'est beaucoup plus fort que ça. Donc, c'est ce qu'on explique là-dedans. On explique aussi de façon très, très générale c'est quoi les grandes stratégies pour être plus résilient à l'inondation. Donc, il y a toutes les stratégies d'évitement. Donc, en gros, c'est quoi l'évitement? C'est de se déplacer au-dessus de la ligne d'inondation ou de s'en aller. Donc, l'expropriation. Ça, c'est la première grande stratégie. Donc, par exemple, c'est construire sur pilotis. Ici, c'est une école qui a été construite dans les années 60 à Saint-Raymond, dans Port-Neuf. Donc, déjà, on la voit là, en situation d'inondation. C'est une rivière qui vit beaucoup d'embarques à toutes les années. Donc, déjà dans les années 60, on avait identifié ce programme-là et déjà dans les années 60, on répondait avec ce type de bâtiment-là. Donc, ça, c'est un exemple de bâtiment public qui est très bien adapté. La deuxième grande stratégie après l'évitement, c'est la résistance, ou ce qu'on appelle le drive-proof en anglais. Donc, c'est vraiment résister, s'assurer le plus possible que l'eau n'entre pas dans un bâtiment. Donc, ça peut être par des mesures qui sont directement appliquées sur la maison, mais ça peut être aussi des digues un peu plus en périphérie ou à l'échelle des rues ou des maisons. Et pas des maisons, mais des terrains. Il y a différents types de bâtards d'eau aussi, donc des choses qu'on peut mettre dans les portes et fenêtres pour faire entrer l'eau. Donc ça, c'est la résistance. Qu'est-ce que ça a l'air, la résistance? Bien, il y a différentes, on le voit souvent, comme l'image que je vous montre ici, c'est une maison à Venise, que vous voyez là, l'entrée. On rentre dans la maison pour mieux y redescendre, la troisième image. Donc, c'est vraiment comme une digue qui a été construite à même la maison. Donc, si l'eau venait à monter, chose qui arrive assez régulièrement, sans même avoir changé la maison, ils ont construit une petite digue à la maison, à l'échelle de la maison. Là, je vous montre juste 2-3 exemples super rapides. En fait, c'est ça, dans l'état de la connaissance, c'était tout simplement inspirationnel. Il n'y a rien de technique là-dedans, je vous montre juste des images. Troisième grande stratégie, c'est le wet proofing, donc accueillir l'eau, accepter que l'eau entre dans un bâtiment et la gérer. Ça a plein d'avantages. Je vais vous en parler plus tard, on va vous en parler. Donc, en gros, c'est quoi? Si on choisit par où l'eau rentre de manière contrôlée, ça implique qu'on utilise d'autres mesures comme le déplacement des appareils électriques ou sensibles à un étage supérieur. Donc, tout ce qui est vulnérable doit être à un niveau supérieur. En fait, puis la troisième image, je montre un peu l'eau des deux côtés d'une fondation. Donc, on peut imaginer un bâtiment patrimonial avec une fondation à moellons, que la fondation est peut-être moins résistante, donc elle ne pourrait pas résister à une très, très grande charge d'eau. Donc, si on la rendait complètement étanche, on pourrait la faire s'affaisser. Fait que ça, c'est l'avantage que les pressions d'eau sont équilibrées de chaque côté de la fondation, donc ça permet de garder la structure plus saine. Donc, c'est une raison pour laquelle on voudrait dire on va accueillir l'eau à l'intérieur. Qu'est-ce que ça a de l'air, une maison faite pour accueillir l'eau? Oui, ça peut être fait dans des sous-sols, mais il y a même l'image que je vous montre ici, on est en Angleterre, donc c'est vraiment une maison habitée, donc vraiment un rez-de-chaussée qui est habité, qui est fait pour accueillir l'eau. Donc, on voit que le plancher est fait un peu comme un plancher de salle de bain en céramique avec un avaloir au sol. On voit aussi que les appareils électroménagers sont tous situés en hauteur, donc si l'eau venait à entrer, bien, les équipements ne seraient pas abîmés. Le mobilier est sur pattes et non, on n'a pas des gros divans rembourrés qui touchent sur le sol. Donc, s'il y avait un petit peu d'eau, les pattes en bois peuvent résister. Les bateaux, c'est fait en bois généralement. Fait que si le bois il est bien traité, il peut très bien vivre avec l'eau. On présente aussi différentes stratégies que des personnes ont utilisées. Ici, on est encore en Angleterre, donc des gens qui ont fait des bonnes murs amovibles. Donc, si l'eau entre, ça va faciliter le séchage. Donc, on va pouvoir décomposer le bas du mur pour vraiment favoriser la circulation de l'air puis empêcher le développement de moisissures. Mais aussi, il y a une autre fonction, je ne sais pas si vous la devinez. En faisant ce type de mur-là, ça devient une tablette. Donc, s'il y a une alerte inondation, bien, on défait le bas du mur. Déjà, on le rend pour qu'il va mieux sécher, mais ça devient un endroit où on peut déposer peut-être la boîte de disques, on peut mettre une petite chaise. Donc, ça devient un espace pour ranger en face à l'urgence
différents biens précieux. Donc, c'est un peu ce qu'on faisait dans cet état de la connaissance-là. On parle aussi de certains problèmes d'adaptation. Donc, ici, la ligne orange montre une fondation qui serait complètement étanche, complètement imperméable. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? L'eau, si elle ne peut pas rentrer, bien, à un moment donné, l'eau, ce n'est pas compressible. Fait que ça peut arriver que la maison se soulève, dans certains cas extrêmes. Ça peut arriver aussi souvent que la dalle se soulève et qu'il y ait des bris au niveau de la dalle, donc des bris structuraux beaucoup plus importants que ceux que si l'eau était tout simplement rentrée à l'intérieur. Ce n'est pas théorique, hein? C'est arrivé en Beauce en 2017 ou en 2019. Je suis mêlée dans mes dates. Mais ça ici, ce n'est pas des photos prises croches, c'est vraiment des maisons qui ont popé comme des bouchons. Le niveau d'eau était très, très haut. Il y avait un très fort débit de la rivière. Et en plus, c'était des maisons qui étaient construites dans un sol argileux, donc avec un ancrage plus ou moins solide. Hein? Ce n'est pas comme si on était assis sur le roc. Donc ici, on a deux exemples de une grosse maison, une familiale et un multilogement qui ont été perte totale, dans le fond, même si l'eau n'était pas entrée à l'intérieur. Ensuite, deuxième étape. Donc là, une fois qu'on a fait notre état de la connaissance, on a compris à comprendre qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se faisait pas, c'était quoi les bonnes idées, c'était quoi les idées prometteuses, on a développé avec l'Université de Montréal, avec le groupe Harry Action, un projet de recherche qui nous a permis de développer une série de fiches techniques. Si vous scannez le petit code QR ici, vous allez les voir, sont disponibles en anglais aussi, où on présente une série de bonnes pratiques, plusieurs bonnes idées pour rendre plus résiliente votre maison. C'est un projet qu'on a fait avec une 50aine de contributeurs, donc autant des universités, autant aussi des communautés urbaines, des villes, des ministères, différents organismes aussi, plusieurs municipalités qui ont rentré aussi avec nous pour nous expliquer c'était quoi les besoins des citoyens, c'était quoi aussi le niveau de langage qu'il fallait adopter. Donc, on a travaillé à la fois avec chercheurs, avec des dirigeants, mais aussi avec les preneurs, là, donc vous, pour s'assurer que l'outil qu'on développait était adéquat. Dans cet outil-là, ici, je vous présente le tableau sommaire, donc il est séparé avec 3 grandes catégories où on présente des mesures clés. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite sans trop se poser de questions? Donc, OK, est-ce qu'on a des dispositifs pour évacuer l'eau? Tout à l'heure, je voyais le monsieur parler avec de pompes. Donc, ça, c'est une action prioritaire. Il faut avoir nos pompes à portée de la main. Ensuite, la deuxième catégorie, la catégorie bleue, donc les mesures d'adaptation, c'est comment construire une maison que si l'eau rentre dedans, elle puisse mieux résister, mieux vivre. Donc, on va parler de comment reconstruire un plancher pour que si l'eau venait à entrer, ça ne soit pas perte totale. Comment faire les murs aussi pour s'assurer qu'ils puissent être récupérés suite à une inondation. Donc là, on est vraiment un peu plus technique dans comment on fait un mur. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie d'évitement. Donc, comment on fait là, pour dire, OK, là, nous, on jack notre maison. Donc, on parle de piliers, on parle de pieux, on parle de pilotis, on fait la différence entre tout ça. On parle aussi de rehaussement des fondations, toujours dans un langage assez simple. Donc, à l'intérieur, ça a l'air de quoi? Ça a l'air un peu de ça. Donc, on a des images qui sont c'est pas des dessins d'architecture, mais c'est pas des BD non plus. C'est un peu entre les deux. Donc, on comprend assez bien de quoi il s'agit. Ici, je n'entre pas dans le détail parce qu'on va vous parler du détail plus tard. Donc, ici, des exemples de coupe de mur, de c'est quoi un mur qui résiste mieux à l'eau, par exemple. Et voilà. Fait que là, on avait fait un super outil comme ça, les fiches, qui a été très, très partagé. Il y a plusieurs municipalités qui l'ont mis même disponible sur leur site, sur leurs ressources. Le ministère du Québec aussi, pas du Québec, mais le ministère de l'Environnement s'est intéressé à cet outil-là aussi parce qu'il voulait le rendre le partager davantage. Fait que là, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose d'important sous les mains, mais il fallait trouver comment faire percoler cet outil-là et comment s'assurer que les gens aient confiance en cet outil-là. Donc là, on a développé un encore plus grand projet de recherche pour faire un toolkit. Donc, faire une boîte à outils où il y aurait plusieurs outils complémentaires, parce qu'on s'entend que la chaîne de valeur de l'adaptation, c'est bien beau avoir des ressources, mais s'il n'y a pas de professionnels formés pour les mettre en œuvre, ces ressources-là, ça ne marche pas. S'il n'y a pas d'assureurs qui vont reconnaître ces manières de faire-là, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas de programme de financement pour supporter les citoyens là-dedans, ça ne marchera pas. Donc, on a toutes sorti un peu ces outils-là qui nous manquent présentement pour monter ce grand projet-là que je vais vous parler brièvement. Donc, la boîte à outils pour une construction résiliente aux inondations. Puis là, vous voyez là, une maison dans une piscine à vagues. Bien, c'est nous qui avons fait ça. C'est vraiment un projet. On voulait savoir si ça marchait. Bien, on a testé nos idées si elles marchaient. Ça, en gros, c'est les principaux partenaires qui ont travaillé avec nous. Donc, vous voyez en haut, bien, c'est nous. Ensuite, on a travaillé avec plusieurs universités, des groupes de recherche comme le Centre national de recherche du Canada. On a aussi l'Institut national de recherche scientifique, l'Université de Sherbrooke,
La ligne du milieu, c'est beaucoup des ingénieurs, des architectes avec qui on a travaillé, des urbanistes aussi, co-operators, ce sont des assureurs. 4 grandes villes, Longueuil, Montréal, Laval, Québec, qui ont été de très, très grande aide avec nous. Donc, il y a eu énormément de partage de connaissances aussi parce qu'on aime connaître vos histoires à vous en tant que citoyen. Comment vous avez été inondé? C'est quoi les besoins que vous avez eus? Quand vous appelez au 3-1, c'est quoi vos questions? Donc, entre autres, les villes, c'est beaucoup ça qui nous ont alimentés aussi. Ensuite, l'Ordre des architectes, bien évidemment, il n'est jamais très loin de nous. La PCHQ, super partenaire parce que c'est eux qui vont s'assurer, c'est l'Association des professionnels de la construction, de l'habitation du Québec. Donc, c'est eux qui forment les entrepreneurs. Si on veut que les bonnes pratiques de construction percolent sur le milieu, on doit nécessairement passer par eux. Et enfin, le gouvernement du Québec. Tout ça financé par la SCHL à hauteur de 2,5 millions. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? On a fait un référentiel d'adaptation, donc on va vous parler tout à l'heure, qui n'est pas encore disponible. En fait, c'est le même, mais plus. La version n'est pas encore rendue disponible, mais ça s'en vient. On a fait aussi plusieurs études de cas pour essayer de comprendre dans le milieu c'est comment ça se vit, les inondations, comment aussi les architectes et les ingénieurs réagissent aux nouvelles problématiques qu'on leur propose, qui arrivent à eux. On a développé aussi une série de webinaires qui sont disponibles en ligne. Le prochain, on le fait aussi le 7 mai, donc ça s'en vient très, très bientôt. Avec les municipalités, les urbanistes, on a fait aussi différents outils plus spécifiquement pour les municipalités. Donc, comment les municipalités doivent soutenir leurs citoyens, donc quelles sortes de ressources ils doivent leur offrir. On a fait aussi une étude de freins réglementaires, donc autant dans les règlements de construction, que dans les règlements de zonage, que dans les règlements d'intrigation architecturale, mais aussi dans les règlements, le code du bâtiment, le code de construction aussi. Essayer de comprendre qu'est-ce qui freine l'adaptation, mais qu'est-ce qui pourrait aussi être des leviers de l'adaptation. Puis on a aussi fait des outils pour savoir comment communiquer aux citoyens en cas d'urgence. Donc, ça va être des outils qui vont être rendus disponibles pour les administrations municipales. En gros, ça, c'est notre piscine à vagues. On a construit donc au CNRC à Ottawa 2 grandes structures. En fait, on a construit une maison code minimal, donc vraiment construit une maison comme le code l'exige pour essayer de comprendre comment l'eau rentre dans un bâtiment. Puis là, je ne parle pas de refoulement d'égouts, je parle vraiment d'inondation plus en eau libre, en hauteur. La gang à côté, la gang de Sherbrooke, eux se sont ramassés dans un laboratoire en Suisse où on a fait de la radiographie à neutrons. Donc, c'est quoi ça? C'est un accélérateur de particules dans lequel on fait accélérer des particules puis qu'on envoie sur des petits morceaux de matériaux d'assemblage puis qu'on fait des radiographies de ça pour voir comment l'eau liquide circule dans les matériaux. Donc, pour comprendre où peut se développer, par exemple, la moisissure, mais aussi comment construire un mur qui va favoriser l'écoulement d'eau. Donc, on peut aussi tester certains matériaux individuellement. Donc, quel type de bois va être plus résilient, quel type d'isolant va être plus résilient ou quel type, à l'inverse, d'isolant va plus absorber l'eau puis va avoir un danger de développement de moisissure. Donc, on a fait ce qu'on appelle de l'acquisition de données pour ensuite pouvoir être assez sûr de ce qu'on propose et pouvoir vraiment influencer le code du bâtiment et donner les meilleurs conseils possibles aux citoyens. Quelques images en vrac ici des bâtards d'eau, donc des barrières anti-inondation qu'on a testées dans la piscine à vagues. Donc, on a testé autant des portes standards que des portes anti-inondation, mais on a testé aussi des bâtards d'eau qu'on peut installer comme le Grand Blanc que vous voyez là. C'est un bâtard d'eau gonflable. Donc, c'est vraiment fait pareil comme un paddleboard. C'est le même type de matériau qu'une planche à pagaie. Donc, c'est gonflable, c'est très, très résistant et ça se squeeze dans l'ouverture de votre porte. On a testé des sacs de sable aussi. Puis là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais devant, je ne sais pas si on voit la souris, non, quand je me promène. Oui. Fait que devant les sacs de sable, vous voyez un petit bassin ici qui recueille l'eau. Un sac de sable pour protéger une ouverture. C'est vraiment pas génial. On va vous expliquer pourquoi. Mais par contre, il n'y avait pratiquement pas d'eau qui rentrait par le bâtard d'eau gonflable. Puis le bâtard d'eau gonflable, là, on le voit gros, mais on en a testé un autre qui était juste à mi-hauteur, puis il y avait une excellente aussi performance. On a fait des vagues, on a fait des tests avec des impacts aussi, donc avec une grosse bûche d'acier qui rentrait dans les équipements pour voir qu'est-ce qui fonctionnait. Donc ici, je vais vous présenter en ligne là, donc, les plywood, les bâtards d'eau gonflables, les poches de sable, le demi-bâtard d'eau. C'est des genres de choses qu'on a testées pour vous. Pour vous préparer après ce qu'on appelle notre référentiel. Donc, on va commencer à parler un peu de risque d'inondation et de comment le réduire.
Rapidement, le risque d'inondation. Tout le monde dit ça, OK, ma maison est à risque. Non, c'est quoi le risque? Le risque, c'est un calcul de 3 choses. Puis ça, je vais insister là-dessus parce que c'est super important. Ça va vous aider aussi à trouver les meilleures mesures d'adaptation pour vous. Donc, la première chose, c'est l'aléa. Donc, le type d'inondation lui-même, son intensité. Donc, c'est une rivière qui déborde, c'est un refoulement d'égouts. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a l'exposition à cet aléa. Donc, le fait d'habiter sur le bord d'une rivière ou le fait d'habiter dans une cuvette, donc dans une place où l'eau pourrait réussir. Donc, c'est lié à la position d'un élément. Et ensuite, il y a la vulnérabilité qui, elle, va être liée à la sensibilité ou à la prédisposition aux dommages. Donc, c'est le fait d'avoir un tapis à poils longs dans un sous-sol, c'est une vulnérabilité. Donc, ce n'est pas la même chose que l'exposition, c'est vraiment dû à la matérialité même de l'objet exposé. Là, je vais vous expliquer en gros, il y a 3 façons de réduire le risque d'inondation à l'échelle d'une maison. On s'entend, là, on ne parlera pas de réduire le risque d'inondation à l'échelle d'une municipalité, on ne parlera pas de digues, puis on ne parlera pas de jardin de rétention à l'échelle municipale. On va vraiment rester à l'échelle de votre propriété. Donc, ici, j'ai 3 scénarios d'inondation. Vous voyez le risque, hein, c'est la partie entre qui rejoint la vulnérabilité et l'aléa, qui va être plus ou moins grand selon la position. Donc, la première façon de réduire le risque, ça va être de réduire l'aléa. Donc, de s'assurer qu'il y ait le moins d'eau possible qui rentre dans votre maison. Donc là, on va parler de clapet, on va parler de différentes mesures on va parler de drainage. Donc, on va vraiment, c'est les mesures qui jouent sur l'aléa, qui contrôlent l'eau. Ensuite, il va y avoir des mesures qui sont liées à la position. Donc là, on va parler de déplacer un système électrique en hauteur, par exemple. Donc là, on ne réduit pas la quantité d'eau qui rentre dans la maison. Par contre, on déplace quelque chose qui pourrait être sensible. Et ensuite, on peut aussi jouer sur la vulnérabilité. Donc là, on va parler on peut pas, on s'entend déplacer un mur de sol au 2e étage. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce mur de sol-là? On le construit de manière à ce qu'il soit moins sensible à l'eau. Donc, il y a toujours 3 catégories de mesures à prendre pour, quand on ne peut pas se déplacer, comment protéger sa maison. Puis là, pour la suite, je vais laisser la parole à ma collègue Claire, qui est vraiment la chargée de projet, qui s'est assurée d'organiser l'information pour qu'elle soit le plus claire possible. Claire, c'est clair. Fait que voilà. Bonjour à tous. Donc, je vais embarquer avec cette image de fromage pour en fait résumer un petit peu ce qu'Hélène mentionnait avec la réduction du risque. Comment on peut réduire le risque aléa, exposition, vulnérabilité. En fait, ce qu'on veut faire ici, la méthodologie principale qu'on veut, ce qui est inspiré du modèle de fromage suisse en gestion de crise, c'est de vraiment considérer si on a de l'eau qui rentre chez nous, c'est pas seulement de dire ok, je vais mettre des clapets et puis c'est réglé. On veut vraiment multiplier les différentes mesures pour pouvoir bloquer le danger. Comme vous pouvez voir sur le schéma à droite avec les différents morceaux de fromage qui sont superposés, c'est en multipliant en fait les mesures qu'on va pouvoir donner une chance de bloquer l'aléa. Donc, comme le mentionnait Hélène, en fait, d'où vient l'eau d'inondation? Donc, on a toute une série de sources possibles. Vous en connaissez la plupart, je ne vais pas les citer ici. C'est pas ça notre problème principal, c'est vraiment le type d'inondation. L'eau, elle a une source, mais comment elle va rentrer dans le bâtiment, c'est ça qui nous intéresse. Et en fait, il y a plusieurs sources qui peuvent créer un type d'inondation. Différents types d'inondations peuvent être liés à une seule source, parce que, comme on l'a mentionné, l'eau, c'est très compliqué, ça s'infiltre vraiment de différentes manières. Donc, c'est ça qu'il faut regarder ici. Donc, pour ça, on a essayé de vulgariser, en fait, les 3 chemins de l'eau qu'on identifie sur un bâtiment, parce que dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est réduire l'eau avant qu'elle ne rentre dans le bâtiment pour diminuer le maximum de dommages. Donc, dans un premier temps, en fait, on a le système de drainage extérieur. Donc, c'est tout simplement l'eau qui tombe sur la toiture, qui va descendre par les gouttières et qui va se retrouver sur l'aménagement extérieur. Ensuite, on va avoir le drainage intérieur. Donc là, ça peut être des bris d'équipements qui vont créer des inondations à l'intérieur du bâtiment. Ça peut être aussi l'eau de la nappe phréatique, tout ce qui est lié au réseau municipal. Enfin, on a le drainage des fondations. Donc, c'est l'eau qui se retrouve autour du bâtiment, qui peut endommager le bâtiment, qui est recueillie dans les drains de fondation et qui va être en fait ramassée dans le puisard du bâtiment et sortie à l'extérieur du bâtiment. Donc, on peut identifier 3 systèmes de drainage différents. Donc c'est ça, on va se questionner sur le drainage extérieur, c'est quoi notre type de toit? Si on a un toit plat, un toit en pente, l'incidence va être différente. C'est quoi notre type de sol, sa capacité d'absorption? Si on a de l'argile, ça va être plus vulnérable. C'est quoi notre
type de revêtement de sol, est-ce que c'est perméable ou non, et où circule l'eau finalement. Donc ensuite, on a l'objectif, donc comme je le mentionnais, c'est vraiment de réduire l'eau avant qu'elle ne rentre dans le bâtiment. Donc pour ça, on va la diriger vers des surfaces plus perméables. Donc on va avoir plusieurs dispositifs possibles qui vont viser à la fois à ralentir l'eau qui va entrer dans le réseau municipal. Donc ça peut être par des systèmes de drainage adaptés ou des aménagements extérieurs, des bassins de rétention qui vont réduire l'eau en fait qui va aller vers le système municipal et qui va éviter de créer des inondations ailleurs. Une solution aussi, à partir du moment où on a un toit en pente, c'est de venir déconnecter la gouttière du drain. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez facile à faire. On n'a pas besoin de professionnels qualifiés pour le faire. On peut scier sa gouttière qui est reliée à son drain de fondation pour venir installer un déflecteur pour pouvoir faire déverser l'eau plus loin dans un jardin de pluie adapté ou dans un bassin de rétention. Ensuite, on a d'autres systèmes qui sont aussi accessibles d'un point de vue financier, mais qui nécessitent quand même un professionnel. Ce serait l'installation d'un avaloir de toit à débit contrôlé. Donc ça, c'est un système assez simple qui permet en fait, à partir du moment où on a un toit plat, qui permet de réduire la vitesse d'évacuation de l'eau dans le réseau municipal. Ensuite, il y a l'installation de toits verts, toits bleus. Donc, c'est pareil, par évapotranspiration, il y a une partie qui va être évaporée et il y a une partie qui va être amenée dans le réseau municipal, mais ça va être ralenti. Donc là, on va pouvoir réduire aussi le débit de l'eau dans le réseau municipal grâce à une multitude de dispositifs comme ça. Là, il faut s'assurer que la structure du bâtiment puisse supporter ces charges-là. Et aussi, ça peut nécessiter un certain entretien au niveau des végétaux. On a aussi un système qui est plus coûteux, mais qui est quand même très efficace, c'est la déconnexion du drain de toit pour les toits plats. Donc ici, c'est pour éviter les auto-inondations. Donc on va venir déconnecter le drain pluvial pour le faire sortir sur le terrain. Donc ça va soit traverser le bâtiment, soit ça va sortir directement, ça va traverser la toiture, comme sur le schéma du milieu, pour sortir à l'extérieur. Dans les mesures d'adaptation, d'aménagement paysager, donc on va vraiment favoriser l'infiltration dans le sol. Donc ça va être l'installation de surfaces perméables comme des pavés drainants, des jardins de pluie qui sont aussi facilement réalisables sur un terrain privé, ou des bassins de rétention qui ont un petit peu le même principe, c'est juste que ça va être à une échelle différente. On va avoir des dispositifs de protection qui vont bloquer ou diriger l'eau loin des ouvertures. Donc si on a par exemple une entrée de garage en contrebas, on a des possibilités de venir combler cette entrée-là. On peut installer des murets pour diriger l'eau à un endroit où elle va pouvoir être infiltrée dans le sol. On peut installer des margelles également qui vont ramasser l'eau en fait dans cet espace qui est plus bas, si par exemple il y a une fenêtre dans le sous-sol, et qui va ramener l'eau dans la zone qui se situe autour du drain de fondation. Ensuite, pour expliquer le drainage des fondations, donc déjà c'est de se poser la question, est-ce qu'on en a un? Parce que de ce que j'ai entendu à Beaconsfield, il n'y a pas beaucoup de drains de fondation parce que les constructions sont assez anciennes, où l'eau dans ce cas-là est déversée, et c'est quoi le niveau de la nappe phréatique? Donc pour réduire la pression sur les fondations et les risques de fissures, donc c'est vraiment le rôle principal du drain de fondation, on peut venir installer un puisard avec une pompe submersible. On a souvent tendance à considérer que la pompe submersible et le puisard servent à enlever l'eau du sous-sol quand on est inondé, mais son rôle principal, c'est vraiment de soulager la périphérie des fondations qui est jouée par le drain de fondation. Et ensuite, on vient installer, donc on peut avoir un puisard qui a une pompe ou pas, et on peut installer aussi sa pompe dans ce puisard, qui on le verra par la suite, peut être équipé d'équipements avec des batteries. Donc pour les pompes, donc c'est ce que je mentionnais, la pompe submersible, ça sert principalement à protéger l'eau qui se situe autour des fondations. Mais pour enlever l'eau qu'on a en cas d'inondation, ça va être vraiment le rôle des pompes portatives qui vont être là en secours. Pour les pompes, on va vraiment avoir besoin, il ne s'agit pas d'avoir une pompe, comme vous avez vu aussi avec les kiosques, les différents kiosques qui se trouvent là-bas, il faut vraiment un entretien particulier pour les pompes. Il faut qu'elles soient nettoyées régulièrement pour éliminer les débris, il faut pouvoir tester sa pompe, ça ne sert à rien d'avoir un équipement si ce n'est pas testé et validé. Vous pouvez aussi bien sûr en parler à votre professionnel si vous avez un plombier privé comme le monsieur tout à l'heure ou trouver un autre plombier.
Pour les branchements, ce qu'on recommande, c'est d'installer un commutateur, donc un système de sauvegarde, donc, qui va permettre d'activer votre pompe submersible si vous êtes absent. Donc ça, c'est un système qui permet une grande sécurité. C'est un peu plus dispendieux, mais ça permet d'assurer au bon fonctionnement de la pompe submersible. Donc ça, c'est une étude de cas pour démontrer à quel point l'entretien est très important dans ce type de dispositif. Donc là, on a une personne qui ne pouvait pas en fait avoir un drain de fondation. Donc il y avait une fosse avec une sortie assez loin sur le terrain. Ce que ça a fait, en fait, ça a créé une très forte pression hydrostatique autour du mur de fondation et ça a été jusqu'à fissurer la dalle du sous-sol. Comme vous pouvez le voir ici, et la pression était tellement forte que ça a même fissuré les murs et le plafond. Donc c'est juste pour dire qu'un simple manque d'entretien d'une sortie de drain peut provoquer des dommages vraiment considérables sur une habitation. Et ici, on parle de travaux qui dépassent 150 000 $, donc c'est assez conséquent. Donc là, pour le drainage intérieur, on va parler des clapets anti-retour. C'est la même chose ici. On veut vraiment s'assurer d'avoir un bon entretien pour les clapets. On veut éviter les auto-inondations. Donc ici, on veut s'assurer que le clapet soit au bon endroit pour éviter tout simplement qu'on ait des refoulements chez soi. Il faut se renseigner, c'est quoi la différence entre les différents clapets qui existent. Donc il y a des clapets normalement fermés, des clapets normalement ouverts, des clapets à insertion dans un valoir de sol. Donc ça va être soit un clapet horizontal, soit un clapet vertical. Ça va fonctionner soit sur des systèmes des conduites principales, soit sur des conduites secondaires. Il faut surtout vérifier avec sa municipalité ce qui est possible d'avoir. Il y a beaucoup de municipalités qui refusent d'avoir des clapets normalement ouverts. Et il faut savoir l'installer au bon endroit. Ce n'est pas juste magasiner des clapets, mettre des clapets, c'est vraiment de comprendre là où ça s'installe. Encore une fois, là, il faut se faire accompagner d'un professionnel qualifié. Donc c'est ça, donc se renseigner ce qui est possible ou pas, les réglementations en vigueur. Et encore une fois, ici, l'entretien des clapets, c'est quelque chose de super important. Donc à la fois au quotidien, ne jamais mettre de gras dans les éviers parce que la valve ne peut plus se lever, donc le clapet ne sert plus à rien. Et puis, en cas d'inondation, il faut toujours porter des équipements de sécurité, savoir les notices d'utilisation, comment fonctionne ce clapet, le tester avant, etc. Et laisser ces regards de nettoyage aussi disponibles. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont importantes quand on a des clapets. Ensuite, on a toute une partie dans notre nouveau guide qui concerne la reconstruction, donc reconstruire mieux. Et là, on va aborder tout ce qui est système intérieur, système extérieur et toutes les parties qui sont à risque d'immersion, donc toutes les fondations. Donc ici, on va aborder plusieurs parties. Dans un premier temps, avant de reconstruire mieux, on va parler de l'aménagement. Donc en aménagement résilient, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déplacer de manière préventive ces espaces de vie. Donc ça, c'est des choses qu'on recommande à partir du moment où notre hauteur d'eau est inférieure au premier plancher habitable. On va relocaliser des pièces de vie au-dessus du niveau d'eau potentiel. Donc, c'est-à-dire les chambres, les cuisines, les salles de bain, c'est surtout ces pièces qu'on va prioriser. Et les espaces qui peuvent être exposés aux inondations, on va limiter leur usage ou on va adapter les matériaux pour qu'ils puissent accueillir l'eau finalement. Mais ce n'est pas là qu'on va mettre un espace une chambre pour enfants, par exemple, ou des choses qui peuvent être inondées. À partir du moment où l'hauteur d'eau est supérieure au premier plancher habitable, ici, on peut venir créer un étage supplémentaire. C'est toujours à voir si c'est possible par la réglementation. Et il faut toujours vérifier si la structure aussi peut emmagasiner ce type de travaux, où ça peut être des coûts assez conséquents s'il y a une adaptation à faire. On peut aussi créer une zone de refuge. Donc là, créer une zone de refuge, c'est vraiment au-dessus de la hauteur d'eau potentielle. On doit prévoir un accès intérieur pour accéder à cette zone de refuge en cas d'inondation et un accès de secours extérieur qui doit être supérieur à 1 mètre carré. Et cette zone de refuge doit être proportionnelle au nombre de personnes. Selon le nombre de personnes qui habitent dans cet espace, on a besoin de 1 mètre carré par personne. La zone de refuge doit aussi disposer d'une hauteur sous plafond de 2,20 m
et une capacité structurelle qui est capable de supporter aussi 125 kg par mètre carré. C'est ici qu'on va aussi venir placer notre trousse d'urgence, 72 heures. Donc ça, c'est des informations que vous trouvez partout sur Internet, de quoi est composée ma trousse d'urgence, avec de l'eau, des équipements de premiers soins, un peu de nourriture. Donc ça, c'est des documents que vous trouvez partout, mais c'est vraiment ce qu'on mentionne ici, c'est de déplacer cette zone, de se réserver en fait une zone de refuge dans son habitation. Ensuite, c'est d'adapter ces menuiseries. C'est-à-dire que si on a un escalier, on va préférer avoir un escalier à configuration ouverte, c'est-à-dire où les contre-marches sont ouvertes, ou d'avoir un accès sous l'escalier. Donc ça permet encore une fois l'aération de l'espace pour éviter que l'eau s'accumule à un certain endroit et vienne créer des moisissures toxiques. Ensuite, on vient recommander d'avoir des portes battantes et non coulissantes et sur des charnières à dégagement rapide. Donc en cas d'inondation, on peut rapidement enlever les portes. Parce que si l'eau monte, il y a une pression tellement forte que quelqu'un avec faible force, une personne âgée ou un enfant, peut se retrouver bloqué dans une pièce. On va laisser de l'espace derrière les mobiliers pour permettre l'aération. On va permettre des mobiliers avec tiroirs amovibles aussi pour faciliter leur déplacement. Donc on enlève les tiroirs et ça va faciliter le déplacement du meuble. On va mettre des plinthes amovibles pour éviter la moisissure et faciliter le séchage. On va venir aussi protéger les équipements d'électricité mécanique. Donc on va venir les surélever. Donc à un niveau supérieur, on va venir les installer sur des podiums et on va venir les ancrer. On va élever tout ce qui est percement, donc tout ce qui est prise électrique, conduit de ventilation, sortie de sécheuse, etc. C'est des choses qu'on va venir mettre à une hauteur sécuritaire. On va venir protéger les équipements, appareils électroménagers qu'on ne peut pas surélever. Donc on va construire un muret pour pas qu'ils soient endommagés par l'eau. On va aussi protéger les ouvertures mécaniques qui ne peuvent pas être surélevées par des capots. Donc une sortie de sécheuse, par exemple, on va venir installer des capots pour ne pas permettre à l'eau de rentrer. Ensuite, pour adapter son système électricité mécanique, on va venir surtout élever les équipements électriques. Donc tout ce qui est disjoncteurs, panneaux électriques, etc., on va venir les installer au-dessus du niveau d'eau potentiel. On va venir installer une distribution descendante, donc c'est-à-dire qu'on va privilégier l'installation sur les plafonds et les murs et non sur les planchers. On va séparer les circuits électriques exposés, donc il y aura un circuit pour la zone qui peut être exposée à l'eau versus un autre circuit de la zone sécuritaire. On vient installer avec une grande visibilité un mode d'emploi qui permet de couper l'eau dans la zone qui est exposée. On vient installer des disjoncteurs de secours qui permettent de couper les circuits exposés de manière assez rapide. En cas d'inondation, le courant vient se bloquer automatiquement. Et on vient installer des sources d'énergie indépendantes en cas de besoin, donc des génératrices ou des batteries sur les circuits essentiels. Donc ce qu'on veut faire, on veut éviter en fait que l'eau vienne créer une conséquence sur les matériaux. Donc ce qu'on peut voir, c'est que si nos assemblages, donc ici c'est des tests qu'on a réalisés avec l'Université de Sherbrooke, les assemblages de bois peuvent avoir des conséquences dramatiques avec l'eau. Donc on peut avoir des gonflements, des déformations, de la moisissure ou de la pourriture, et ça peut avoir des dommages extrêmement négatifs sur les bâtiments et sur la santé. Donc pour éviter ça, donc ça, c'est un exemple d'un bâtiment qui a été construit en fait en dessous du niveau de la rue, et on peut voir que donc là, c'est une semaine avant la déconstruction, il y a des dommages très importants qui sont visibles. Il y a énormément de moisissures dans le bas des murs. Tout le bas est complètement pourri. Donc là, les murs ont été ouverts et on peut voir que tout est à refaire. Donc énormément de dommages et de pertes de matériaux qui sont à jeter au rebut et qui pourraient être évités. Ici, c'est un autre cas d'auto-inondation et refoulement d'un sous-sol à Montréal aussi pendant débit, où on voit que l'eau est rentrée de manière importante. Tous les meubles ont été jetés au vidange, tous les murs ont été ouverts et ont été jetés, et ça a été reconstruit de manière plus résiliente. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a transformé ce sous-sol en sous-sol résilient. Donc la dalle a été pétée, on a installé tout un système de drainage
en sous-sol et on est venu installer un plafond et des murs isolés par l'intérieur avec des parties amovibles en fait. Donc comme le mentionnait Hélène tout à l'heure, avec des bas de murs qui peuvent se lever. Là, on peut aussi avoir des systèmes de plaintes amovibles en MDF, donc qu'on vient enlever pendant l'inondation, ce qui nous permet d'enlever l'isolant pour mieux le faire sécher. Donc, avec des prises de courant qui sont construites à une hauteur assez conséquente pour ne pas être inondé. Donc ça, c'est typiquement comment venir adapter un sous-sol inondable en sous-sol plus résilient. Donc ça permet de limiter les dommages. On reste toujours exposé, mais on vient limiter les dommages. Ça, c'est un nouvel exemple de fondation armée étanche. Tout à l'heure, Hélène vous a montré des bâtiments qui peuvent se soulever avec des dalles qui sont vraiment vulnérables parce que la fondation n'a pas été assez travaillée finalement. Donc là, c'est un bâtiment isolé en bord de fleuve qui était soumis aux inondations du Richelieu et au ruissellement. Donc ce qui a été fait, le bâtiment a été surélevé et on est venu construire une fondation armée, donc ce qu'on appelle un radier. Donc c'est les tiges métalliques que vous voyez ici qui permet vraiment une grande résistance à la pression de l'eau. On est venu rendre les fondations étanches. Donc là, on a un système de drainage qui va plus être extérieur. Donc on ne vient surtout pas installer de fosses dans ces systèmes-là pour ne pas endommager l'étanchéité du sous-sol. Donc ça, c'est juste pour vous montrer le type d'adaptation structurelle qu'on peut faire pour des inondations pour pouvoir permettre un usage principal dans un sous-sol, par exemple. Donc voilà des exemples de dispositifs au niveau du chemin de l'eau et de la reconstruction. Il y a plusieurs webinaires vous pouvez y avoir accès. Il y en a eu 2 qui ont eu lieu et il y en a un dernier qui va avoir lieu. Donc voilà, merci beaucoup. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aimerais qu'on parle un peu de... Tantôt, j'entendais parler des gens dans la salle de pompes et de drains de fondation et tout ça. Tout à l'heure, quand on a parlé, je vais revenir à la slide, il y avait un petit point d'exclamation qui est là. J'aimerais vraiment que vous portiez attention. Donc, un puisard, là, qui est fait, beaucoup de monde disent « OK, j'ai besoin de drains de fondation, j'ai besoin d'un puisard, j'ai besoin d'une pompe. » Ouais, mais... Claire l'a très, très bien dit. La première fonction, c'est en temps normal de gérer les eaux de pluie, les eaux de fonte des neiges. Par contre, pendant une débit ou pendant une inondation, une débit, donc une très, très grande pluie, le drain français va devenir un tuyau de 4 pouces qui fait rentrer de l'eau vide dans votre maison. Fait que ce n'est pas... C'est un tuyau de 4 pouces qui fait rentrer de l'eau dans votre maison. L'eau va dans le drain va vers le puisard et la pompe ensuite entre en action. Donc, ça fait que si c'est une solution pour, en temps normal, prémunir une fondation. Ce n'est pas une solution d'adaptation contre les événements extrêmes. Donc, pour vrai, si l'eau est très... Parce que pendant une débit, là, tout à l'heure, vous vous rappelez, je pense... non, c'était une autre conversation. Mais débit, en fait, ça a été 2 pluies. Ça a été une première pluie l'après-midi qui a chargé le sol, et ensuite une autre pluie qu'on n'a pas été capable de gérer, qui a tout bouché le système. Mais toute l'eau qui était dans votre sol, elle a lentement convergé vers votre drain français et a déjà surchargé votre pompe. Donc, votre pompe s'est mise à fonctionner, puis était déjà probablement en pleine capacité. Quand la deuxième pluie est arrivée, bien là, c'était hors capacité. Une pompe de drain français n'est pas dimensionnée pour gérer ce type d'inondation-là. Fait que là, c'est là qu'il faut parler de pompe de secours, comme le monsieur qui était là tout à l'heure. Il faut parler de batterie. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui n'est pas assez dit, mais chez moi, ma pompe, mon pompe, ben, depuis que je l'ai, ben, quand il y a une panne d'électricité, j'ai une entrée d'eau dans mon sous-sol. Avant, je ne l'avais pas, j'avais une dalle qui fissurait. Je pense que c'est peut-être mieux de faire rentrer l'eau et la gérer que de faire fissurer une dalle comme le cas de Sorel qu'on vous a présenté tout à l'heure. Fait que, tu sais, Sorel, c'était celui-là ici. Là. Ouais. Ça, ben, lui, il n'y a pas de pompe, c'est gravitaire, mais c'est pas grave, le problème est le même, c'est que son drain français était bouché, donc il ne surchargeait plus. Ne fournissait plus. Donc là, la quantité d'eau autour de la fondation était d'une telle pression que ça
sa maison à le lever. Donc, si lui avait eu un puisard, l'eau serait rentrée dans son puisard, aurait probablement inondé son sous-sol, mais il n'aurait pas pété sa dalle, puis il n'aurait pas pété ses murs non plus. Fait que quand que je disais tout à l'heure d'avoir différents types de solutions, aussi de comprendre que l'eau, si on l'empêche de rentrer d'une façon, on va peut-être rentrer de l'autre. Puis des fois, accepter qu'elle rentre par le drain, bien, c'est peut-être un moindre mal. Donc, un puisard, c'est fait pour accueillir de l'eau, mais il faut accepter que lors d'événements extrêmes, ce puisard-là puisse déborder, puis là, il faut être prêt. Fait que c'est un peu le point que je voulais soulever avec vous parce que j'entendais des discussions tout à l'heure. J'étais comme « j'ai fait agrandir mon drain. Oui, mais l'eau va juste rentrer plus vite chez vous. » Il faut le dire, c'est un fait. Fait que voilà, c'était ma précision.